Bonjour à toutes et à tous et bienvenue à ce nouveau Good Morning Market du vendredi 24 juin 2022. Et hier, jeudi, ce fut encore une session plutôt compliquée pour les acheteurs. Alors, on a pris connaissance des indices PMI aux États-Unis et en Europe. Grosse déception à ce niveau-là. Ça n'a fait qu'accentuer les craintes d'inflation incontrôlée. Une inflation incontrôlée qui pourrait nuire aux bénéfices des entreprises et à la croissance économique. Et donc, on a pris connaissance également, il y avait cette deuxième journée d'audition devant le Congrès de Jérôme Powell. Ça n'a pas favorisé le retour de l'appétit pour le risque. Il semblerait que dans un avenir proche, l'attention des investisseurs pourrait se porter à nouveau, encore une fois, sur les données du marché du travail. Car selon plusieurs experts, la récession aux États-Unis n'aura pas lieu en raison de la solidité du marché du travail aux États-Unis. De plus, Jérôme Powell a déclaré qu'il serait réticent à réduire les taux. La Réserve fédérale américaine s'attend à ce que l'inflation diminue au cours des 2 prochaines années pour atteindre son objectif. Par ailleurs, les intervenants de la Réserve fédérale américaine, Bowman et Waller, semblent être en faveur d'une nouvelle hausse de 75 points de base lors de la prochaine réunion de la Fed, la prochaine réunion de politique générale du mois de juillet. Alors dans ce contexte, les indices européens ont chuté pour la seconde séance consécutive. Le CAC 40 et le DAX ont perdu respectivement 0,56% pour le CAC et 1,76% pour le DAX. À présent, sur le marché des matières premières, à noter que l'or a effacé les hausses de mercredi et s'est dirigé donc vers les 1828 avant de casser ce support. On est à l'heure actuelle au niveau des 1823 dollars l'once pour le métal jaune, et ce malgré la baisse des rendements du trésor. Le pétrole WTI, lui, est passé sous la barre des 105 dollars le baril à l'heure actuelle à 104,83 $. Et donc ça a prolongé la baisse de 3% de la séance de mercredi. Et on est sur des plus bas de 5 semaines à l'heure actuelle. Et le Brent, lui, s'est largement éloigné des 110 dollars le baril à l'heure actuelle, très exactement à 106,85 $. Et on notera également beaucoup de choses à dire sur l'énergie, le gaz naturel qui a chuté de plus de 9%. Il a atteint son plus bas niveau depuis avril, et ce qui a mis la pression sur les cours du gaz naturel, c'est la publication des stocks américains ici qui ont été publiés. Donc cela donc a entraîné les cours du gaz naturel en net repli, accélération baissière du gaz naturel plutôt lors de la publication des stocks hebdomadaires. Donc voilà pour le tour d'horizon de l'actualité, des news. Alors, ce qui m'a frappé ce matin en ouvrant ma plateforme, c'est donc la présence de nombreuses figures chartistes. J'ai l'impression que c'est une séance dédiée aux figures en épaule, tête, épaule et épaule, tête, épaule inversée. Bien sûr, on va le voir plus dans le détail. Et la divergence entre l'Europe et les États-Unis d'un point de vue des indices, on peut le voir assez facilement. D'abord à Wall Street très rapidement, après on va faire un point détaillé. Vous voyez, on voit des épaules, tête-épaule inversées un peu partout en données H4. Donc je vous mets en jaune les deux épaules, la gauche et la droite, et au milieu vous avez la tête. Donc la configuration est similaire, que ce soit pour le Nasdaq ou pour le Dow Jones, voire même ici le S&P 500. Donc clairement je vois des figures en épaule, tête-épaule inversées. Donc peut-être cela présage une poursuite des hausses. On a même déjà ici cassé la ligne de coup, presque cassé la ligne de coup, et sur le Nasdaq on l'a largement surpassé. Donc vous voyez ici les objectifs théoriques, comme d'habitude on les emploie, on les retrouve en reportant la hauteur à partir du point de breakout, et ici donc ça nous fait du 12 350 environ pour le Nasdaq. Donc vous voyez des épaules tête épaule inversées à Wall Street, divergence avec l'Europe. Nous n'avons pas, si je puis dire, d'épaule tête épaule inversée ici. Sur le CAC 40 non plus, vous voyez, ça aurait été la tête ici, mais on a l'épaule qui va plus bas que la tête, donc ce n'est pas une ETE inversée. On a par contre des ETE inversés également sur les crypto-monnaies. C'est pour vous dire, ce matin j'avais l'impression de ne voir que cela, de ne voir que des ETE et des ETE inversés. Donc je vous mets les deux épaules ici pour l'Ether. On peut faire la même chose pour le Bitcoin. Vous voyez les deux épaules, donc des épaules, des ETE inversés à Wall Street sur les crypto-monnaies, et encore une autre figure chartiste, une ETE ici
sur l'USD-CAD. Et ça, si ça se réalise, c'est très intéressant parce que vous savez qu'il y a une corrélation négative entre l'USD-CAD et les cours du pétrole, hein, le Canada étant un important producteur de pétrole. Et donc, si cette figure venait à se réaliser sur l'USD-CAD, si on avait une cassure de la ligne de coût et qu'on allait chercher donc notre objectif théorique, cela voudrait dire que le pétrole, cela donc signifierait une reprise haussière pour le pétrole, étant donné qu'il a une corrélation négative. Sur pétrole, on n'a pas de TE inversé, heureusement, ça aurait fait un peu beaucoup. Donc voilà, je voulais vous montrer ce tableau, dresser avec vous ce tableau général, hein. J'ai l'impression que le chartisme va reprendre la main sur les marchés, en tout cas Wall Street avec ses ETE inversés, sur les crypto-monnaies avec ces mêmes ETE inversés. Et on comprend, hein, il y a une corrélation positive très forte entre les crypto-monnaies et notamment le Nasdaq et le S&P 500, donc les valeurs technologiques. Et cette figure en épaule tête épaule ici, qui, si elle se réalise, signifierait une hausse du pétrole, peut-être de retour aux alentours des 120 $ le baril. Donc voilà, on va rentrer maintenant plus dans le détail sur chaque indice, même si on a déjà vu le plus intéressant très rapidement. Donc voyez ici la baisse, on retrouve des couleurs, on essaie de rallier les 13 000 points. Pour le DAX, hein, c'est tout l'enjeu et on l'a vu en données H4, il n'y a pas de TE inversé. Autant on avait suspecté une TE inversée précédemment, une TE inversée qui avait été complètement invalidée. Ici, tout ce qui nous manquait pour avoir une TE inversée, c'était de tracer la seconde épaule et ensuite de casser la ligne de coup. Et là, on aurait eu un signal. Alors, donc ça a été complètement invalidé, hein. On a eu un repli considérable. On allait marquer un nouveau creux. Et ici, donc visiblement, pas de TE inversé. Tout ce qu'on remarque, c'est ce nuage assez élevé. La Kijun ici en résistance 13 120 points. Et d'abord, il faudra se hisser au-dessus des 13 000 points. Donc beaucoup de résistance pour le DAX. Pas de figure chartiste pour le moment. Faut savoir que la situation est assez compliquée en plus de cela en Allemagne, hein, concernant, je vous en ai parlé d'ailleurs hier sur un article qui est dédié au DAX, concernant les réserves de gaz naturel en Allemagne. Donc on l'a appris hier, on est passé à la deuxième étape du plan d'urgence gaz. C'est un plan d'urgence qui est en 3 étapes, hein. C'est une phase d'alarme, hein, concernant l'approvisionnement des gaz naturels, de gaz naturel d'Allemagne. Donc c'est peut-être ce qui explique cette divergence, hein, ce sont ces fondamentaux différents peut-être. L'Allemagne est frappée est frappée pardon, de plein fouet par ce conflit entre la Russie et l'Ukraine, et on entre dans une phase assez inquiétante, et donc, hein, ça pourrait nuire considérablement à l'économie allemande. Donc c'est peut-être ce qui expliquerait cette divergence ici entre le DAX et les indices américains. Alors ici pour le Nasdaq, alors on ne voit pas grand-chose en données journalières, simplement la prochaine résistance c'est notre Kijun, et c'est le seuil psychologique des 12 000 points. Donc si on casse les 12 000 points, ici en tout cas d'un point de vue journalier, on pourrait aller tester le nuage à 350 points plus haut, donc 12 350 points. En données H4, par contre, on voit bien cette figure en épaule tête épaule inversée. Vous voyez, hein, ici avec notre ligne de coup qui a été pulvérisée, hein, tout simplement. On a eu une surperformance pendant la nuit des valeurs technologiques, et cela nous ramènerait à ce précédent, à ce retracement de Fibonacci à 23,6%. Et d'ailleurs, au passage, je devrais replacer, hein, mes retracements de Fibo ici, car on a marqué un nouveau creux pour prendre en compte la totalité de la baisse. Et bon, dans ce cas-là, ça change tout, hein, le 23,6%. Dans ce cas-là, on l'a déjà est largement en dessous de l'objectif théorique, un objectif théorique à 12 330 points. Le S&P 500, c'est pareil, on voit pas grand-chose en journalier, à part une Kijun qui est à 3 925 points. En données H4, par contre, encore une fois, figure en ETE, donc ici c'est discutable, hein, comment le tracer. On voit une petite épaule droite, une grande épaule gauche, et un objectif théorique assez éloigné, hein, tout de même, un objectif théorique à 3 970 points pour le S&P 500, et pour le Dow Jones, elle est encore plus belle, hein, cette figure en épaule tête épaule inversée. Premier réflexe, hein, je vous le rappelle, tracer la ligne de coup, essayer de joindre les sommets locaux ici qui ont permis de former les deux têtes, ce qui nous donne la ligne de coup. Et lorsqu'on a la ligne de coup, on attend la cassure, et lorsqu'on a eu cassure, on reporte la hauteur. Ici d'ailleurs, on pourrait même aller chercher une ligne de coup comme ceci, hein, vous voyez, ça nous donnerait une épaule droite à ce niveau-là,
À voir, hein, c'est discutable. Ça change quelque chose, effectivement. Ça change l'objectif théorique parce qu'ici, ça changerait la hauteur de notre figure. On aurait une hauteur inférieure. Ça changerait le point de breakout également. Un point de breakout inférieur, donc un objectif théorique doublement inférieur. Hein, vous voyez, ça change tout. Donc il vaut mieux être précis. Et dans ce cas-là, ce qui me plaît, c'est qu'on a un objectif théorique tout juste sur le haut du nuage. Donc je pencherai plus pour cette ligne de coup avec une ligne de coup plus pentue tout simplement. Donc voilà pour les indices boursiers, très intéressant de voir cette divergence entre l'Allemagne et Wall Street, ce qui pourrait s'expliquer peut-être pour la situation du pays, la situation de l'Allemagne concernant le gaz naturel, hein, on passe à une nouvelle phase et donc on a ces figures en épaule tête épaule inversée qui sont visibles en données H4 à Wall Street. À présent sur les crypto-monnaies, donc bon, je vous ai déjà spoil tout cela, hein, je vous ai tout dit en introduction. On a des figures ici en données journalières, on voit pas grand chose, mais en données H4, en données H4, pas H1. En données H4, on le voit, on semble le voir assez clairement, cette figure en épaule tête épaule inversée. Alors est-ce que c'est un retournement de marché? Est-ce que c'est vraiment la fin? Est-ce que c'est le creux? Alors il y a des chances que ce soit le creux. Pour cela, hein, bien entendu, pour avoir un réel signal, donc je reviens au journalier ici, hein, il faudra attendre, comme d'habitude, la cassure de la Kijun qui à ce moment-là devrait être renforcée par la moyenne mobile 50. Et d'ailleurs, on va voir, hein, cette moyenne mobile 50 en données H4 sur l'Ethereum, vous allez voir, c'est très intéressant. Donc voilà ce qu'il faut pour estimer que l'on a que l'on a peut-être atteint un creux sur les crypto-monnaies. Et comme vous le savez, au moment où on va casser la Kijun, ce sera le moment où le RSI va casser le seuil de neutralité des 50. Hein. Ça coïncide tout le temps. On peut le vérifier. Vous voyez ici, le moment où on casse la Kijun, où on la teste, c'est le moment où on franchit le seuil des 50. À vérifier ici, vous voyez, on a un test de Kijun. Au même moment, on a un test du seuil des 50. Et lorsque l'on casse la Kijun, c'est le moment où on franchit les 50. Donc voilà pour cette petite parenthèse. Donc des figures en ETE sur les crypto-monnaies, encore plus belles sur l'Ether, pas en données journalières bien entendu, mais en données H4. Et pourquoi? Tout simplement parce que ici on a la moyenne mobile 50 qui vient renforcer la ligne de coup. Donc c'est une résistance encore plus forte. Alors est-ce qu'on va casser ici la ligne de coup, hein? J'enlève cela pour que ce soit plus clair. Vous voyez, on voit très bien ici la figure. On peut même enlever Ishimoku pour plus de clarté. Elle me semble très claire, hein, sur l'Ether, figure en épaule tête épaule inversée. Si ça casse ici, on pourra avoir une accélération haussière et peut-être des achats, hein, pendant le week-end pour maintenir cette lancée jusqu'à début de semaine prochaine. Donc voilà pour un good morning market assez technique, assez chartiste aujourd'hui. Qu'en est-il des matières premières? Alors ici, beaucoup de techniques en données journalières, pas grand-chose sur le gold. On a parlé hier de cela. Ce broadening pattern, on en parle d'ailleurs depuis plusieurs séances. Et donc, on a parlé, pas hier, il n'y a pas eu de good morning market, mais en analyse matinale, hein, je vous ai mis ici ce signal qui était en cours de validation. La validation a bien eu lieu. On a approfondi la baisse aux alentours des 1820 $ le baril. Alors, je pense que ça devrait tomber. Ici, le gold s'est replié, hein, malgré les rendements. Mais donc on pourrait éventuellement aller chercher les 1815, dernier rempart avant les 1805, peut-être passer sous 1800 pour aller chercher 1780 environ. Donc à voir, en tout cas, on avait plusieurs éléments qui nous poussaient à envisager des baisses. Tout semble se confirmer pour le moment et noter ce nuage D1 qui vient renforcer ici, exercer une pression supplémentaire à la baisse sur les cours. Le pétrole WTI, donc on marque une pause, on est sous le nuage en données journalières, mais ces derniers temps, le journalier ne nous dit pas grand-chose, hein, sur les différents actifs. Ici, en données H4, on n'a pas grand-chose également, hein. On voit qu'on marque une pause. C'était vraiment assez critique, hein. On a cassé la borne inférieure de ce canal haussier. On a un nuage en données H4 qui vient exercer une certaine pression. Mais on l'a dit, je reviens sur le journalier très rapidement, hein. Si ce que l'on a pu détecter sur l'USD-CAD venait à se réaliser, hein, vous voyez la corrélation négative entre l'USD-CAD et le pétrole, hein. C'est assez net, on le voit. Lorsque le pétrole fait un creux, hein, souvenez-vous, ici c'était en avril 2020, hein, lorsqu'il y a eu donc ce creux historique sur les cours du pétrole. Vous voyez ce qu'a fait l'USD-CAD, on allait marquer un sommet. Donc il y a une corrélation négative, c'est pour cela que donc si nous avons cette figure en épaule tête épaule sur l'USD-CAD qui se réalise, une cassure de la ligne de coût, on devra avoir donc une hausse des cours du pétrole
WTI, même si le pétrole WTI ne nous dessine pas grand-chose ici, hein. C'est principalement le SD4 qui nous a mis la puce à l'oreille. Et on n'oublie pas que il faut savoir également que Joe Biden devrait se rendre très prochainement, hein, lors du mois de juillet, en Arabie Saoudite pour s'entretenir avec Mohamed Ben Salman. Alors, euh, est-ce que ça va être un catalyseur aussi, hein? Pour cela, il faudrait que l'Arabie Saoudite renonce à augmenter la production. Gaz naturel, assez impressionnant, hein, la baisse. Et là, les baisses devraient s'approfondir, hein, tout simplement parce que, vous voyez, on a cassé le précédent creux. Et donc, à présent, plus rien ne retient les cours avant le seuil psychologique des 6 dollars. Donc, bon, je m'attendais à une reprise du rallye. Je ne pensais pas qu'on allait casser ce niveau-là. Les stocks qui ont été publiés hier ont créé un mouvement de vente sur le gaz naturel en direction les 6 dollars. C'est peut-être à ce niveau-là qu'on va assister à un redémarrage de la tendance haussière. En tout cas, à voir. On va suivre avec attention l'évolution du Natgas parce que je pense que quand ça va reprendre assez fort et assez haut. Le blé. J'en ai pas parlé, hein, mais bon, on en voit partout des figures en épaule tête épaule, hein, décidément. Et vous voyez, on est aux portes de l'objectif théorique. Alors à ce niveau-là, je pense qu'on peut même envisager qu'on a atteint l'objectif théorique sur le blé, sur cette figure en épaule tête épaule. Je pense qu'à partir de maintenant, c'est la hausse qui va reprendre le dessus. Donc je pense, on va marquer cette zone d'ailleurs pour voir si on s'est trompé ou non. Je pense que cette zone est un excellent point d'entrée en vue de profiter d'une nouvelle vague haussière sur le blé. On termine sur le marché d'échange, on termine ce Good Morning Market dédié aux épaules tête épaules. Il n'y en a pas ici sur le billet vert, il n'en a pas non plus sur l'euro dollar, mais la situation va peut-être se décanter, hein, très prochainement sur le billet vert. Ici, j'ai un biais, je garde mon biais aussi, hein, sur le biais vert. Je vois aucun signe de retournement. Et donc, hein, l'euro dollar stationne depuis un moment sous ces résistances, ce cluster de résistance. Alors, cluster qui est composé seulement de la Kijun et du nuage, plus de la Tenkan, hein. La Tenkan s'est repliée pour prendre en compte dans son calcul ce creux-là. La Kijun ne va se replier que plus tard, qu'à ce moment-là, hein. Donc, et ça, c'est très important de le savoir parce que effectivement, la méthode de calcul de la Kijun sur 26 périodes fait que le repli, la prise en compte de ce creux-là interviendra plus tard. Et donc plus tard, on va avoir une Kijun qui va exercer une pression baissière sur les prix, très certainement. Donc on va essayer de simuler ce que va nous faire la Kijun si le billet vert ne parvient pas à décoller très prochainement. Et je doute fortement que le billet vert parvienne à décoller très prochainement. Alors dans ce cas-là, on aurait donc ce palier qui devrait s'étendre et au bout d'un moment, lorsque les creux entrent en compte dans le calcul, on va avoir donc une Kijun qui se replie et là ça va exercer une certaine pression à la baisse, sur les cours, hein, parce que c'est une résistance. Donc c'est pour ça que je garde mon biais haussier sur l'euro dollar. On a une grosse résistance renforcée par la Kijun et la Kijun va se replier pour exercer une pression baissière sur les cours. Le nuage va suivre par la suite et donc pour moi on va aller revisiter les 1,0370 voire aller sous les 1,03 sur l'euro dollar assez prochainement. Donc à voir si ce scénario va se réaliser. En tout cas, voilà pourquoi c'est intéressant de connaître les méthodes de calcul de la Kijun, de la Tenkan, sur quel nombre de périodes sont effectués ces calculs, notamment pour pouvoir anticiper les mouvements de ces derniers. Et sur ce, on met un terme à ce Good Morning Market, le dernier de la semaine. Je vous souhaite une très bonne séance de trading, un excellent week-end. On se donne rendez-vous dès lundi pour le prochain Good Morning Market. Au revoir.